Bonjour. Dans le cadre du module de stratigraphie paléogéographique, on va essayer de passer en revue certaines méthodes de l'analyse stratigraphique. Vous savez bien que ce module, il est subdivisé en deux grandes parties d'après le descriptif de la filière. Donc la première partie est consacrée aux méthodes stratigraphiques, alors que la deuxième partie, elle est consacrée à la reconstitution paléogéographique. Donc il y a plusieurs méthodes stratigraphiques, à savoir donc la lithostratigraphie, la biostratigraphie, la magnétostratigraphie, la radiostratigraphie, la chronostratigraphie. Toutes ces méthodes, on va essayer de les voir ensemble. Et aujourd'hui, durant cette séance, on va voir la méthode de radiostratigraphie. Définition et objectif de la méthode. Donc la méthode de datation radio non stratigraphique est basée sur la désintégration des isotopes radioactifs qui sont piégés dans les minéraux au cours de leur formation, surtout dans les roches magmatiques et parfois dans les roches métamorphiques. Cette méthode, c'est une méthode qui est très fiable et ça nous permet d'avoir un âge numérique précis, puisque c'est une méthode qui est basée sur un phénomène naturel, continu et irréversible qui est la désintégration radioactive. Ça permet à la fois une datation et par conséquence, ça permet aussi la corrélation. Parce que, donc, tout élément ou toute entité géologique datée peut être facilement corrélée. Donc, les isotopes d'un élément sont, comme vous le savez, les atomes de cet élément dont ils diffèrent que par le nombre de neutrons. Par exemple, donc, vous connaissez les isotopes du carbone 4, donc du carbone, sont représentés par donc les isotopes carbone 12, carbone 13, carbone 14. Parmi ces isotopes, vous avez les isotopes qui sont stables et les isotopes qui sont instables. Les isotopes qui sont donc radiogénétiques, vous avez ici le carbone 14. Donc le isotope qui est stable, c'est le carbone 12. D'accord? Durant la formation d'un minéral, il y a, comme je viens de le dire, piégeage et intégration des isotopes, des éléments chimiques se forment donc des isotopes au niveau de la charpente cristalline de ces minéraux, avec un nombre d'atomes qui est représenté ici par T0, proton T0. Une fois le minéral est formé, se déclenche la désintégration, c'est-à-dire le passage, donc il y a épuisement du stock de départ durant le temps par phénomène de désintégration et à un certain moment, on n'a qu'une partie qui va rester, l'autre partie, elle va passer sous forme d'un élément stable ou sous forme d'un autre minéral, donc radioactif, qui va donner par la suite d'autres éléments. Donc, voilà, cette désintégration est proportionnelle au nombre d'atomes présents au temps T par l'intermédiaire d'une constante de désintégration qui est la constante qui est exprimée en année moins 1 et qui signifie la probabilité, d'accord, donc qui signifie aussi la probabilité pour que un élément peut subir la désintégration. Donc, partant de ce fait donc la désintégration
progressive du matériel piégé au départ, partant de ce fait pendant un certain temps, pendant un delta t, donc vous aurez, donc on peut écrire cette relation par l'intermédiaire de la constante de désintégration, dp sur dt est égal à moins lambda p0. Qui fait, nous donne dp sur p0 est égal à moins lambda dt. En intégrant l'équation 1, on aura log népérien de P est égal à moins lambda T plus une constante. À T0, P est égal à P0. C'est le moment de la fermeture du système. Donc, log népérien de P0 est égal à K. Donc, c'est donc à T0, si vous avez T égal à 0, vous aurez log népérien donc de P est égal à 0 plus K, ce qui nous donne log népérien de P0, encore, de P0 est égal à K. On aura log népérien de moins lambda T plus log népérien de P0, et ce qui va nous donner P est égal à P0E moins lambda T. C'est la deuxième équation qu'on utilise pour calculer le temps, encore, qui nous donne, c'est l'équation mathématique de la désintégration radioactive, ou qu'on appelle aussi la loi de décroissance radioactive, et que vous connaissez, que vous avez déjà vu en cours de S1. Le temps est donné par cette équation, elle est de la forme T est égal à 1 sur lambda, point log népérien de P0 sur P. Chaque élément radioactif est caractérisé par sa période T de désintégration, qui correspond au temps nécessaire à la désintégration de 50% des noyaux présents. C'est le temps de demi-vie ou de la demi-vie, c'est-à-dire au temps T est égal grand T, P est égal à P0 sur 2. Donc, et par conséquent, ça nous permet de, si on prend cette valeur de P et on la remplace dans l'équation 2, ça va nous donner T est égal log népérien de 2 sur lambda, ou lambda est égal log népérien de 2 sur T. Ces deux relations 3 et 4, ça nous permet de calculer T quand on connaît lambda, ou calculer lambda quand on connaît T. Donc vous avez ici une courbe de décroissance radioactive, et vous voyez qu'en partant avec 16 isotopes, on termine avec 16 isotopes. D'accord? C'est-à-dire rien ne se gagne, rien ne se perd, tout se transforme. À 50%, ça correspond le temps de disparition, de transformation de 50% des isotopes, vous aurez, et donc c'est la période T. Et puis, de ces 50%, ils vont donc se transformer 50%, donc 25%, vous aurez de T et ainsi de suite jusqu'à l'épuisement total donc du stock des isotopes qui subissent la désintégration. Donc, à l'opposé, vous aurez la croissance progressive en éléments fixes. Si dans une roche ou dans un autre matériel adapté, on ne peut pas connaître la valeur P0. C'est-à-dire, on va essayer de voir ici les cas de figure. Les cas de figure qui se présentent devant un géologue ou un archéologue qui veut dater un élément. Il y a beaucoup de cas de figure qui se présentent. Premier cas de figure, c'est dans le cas où une roche ou dans un matériel à dater, on ne peut pas connaître la valeur P0, c'est-à-dire la valeur de départ. Alors, dans ce cas-là, on ne connaît donc, alors on peut déduire la valeur de P0 de cette relation, puisqu'on connaît bien que au départ il y avait P0, après transformation désintégration, vous aurez au niveau du minéral une quantité P qui n'est pas encore, donc qui peut être sujet à la transformation,
par la suite, et une quantité issue de la transformation qui est radiogénique et que je note sous forme de F avec étoile. Donc, ce qui fait que F est égal à P0 moins P, où F est la quantité d'isotopes radiogéniques au temps T. En remplaçant P au P0 par leur valeur donnée par l'équation 2, on obtient F étoile, c'est-à-dire F radiogénique, est égal à P0 moins P0 E moins lambda T, est égal à P0 facteur de 1 moins E lambda T, et ça va nous donner où P est égal à P sur E moins lambda T est égal à P E lambda T. D'accord? Donc, on aura cette équation. Donc, on aura cette équation qui est T pour calculer le temps dans ce cas de figure. T est égal à 1 sur lambda log népérien de F étoile sur P plus 1. Voilà. Donc, une deuxième équation de calcul de temps. Tout à l'heure, on a vu la première équation, T est égal à 1 sur lambda log népérien de P0 sur P. Ça, c'est le cas de figure où on connaît P0 et on connaît P. D'accord? Là, donc, cette équation, c'est quand on ne peut pas connaître P0. À ce moment-là, on utilise cette équation qui est T est égal à 1 sur lambda log népérien de F étoile sur P. Et ça, c'est le cas de figure, c'est le cas de la méthode. Vous allez voir, ce cas, c'est le cas de la méthode potassium argon. Alors que ce premier cas, encore là, on utilise directement cette équation de temps, 1 sur lambda point log népérien de P0 sur P, c'est dans le cas du carbone 14. Donc, on veut dater par la méthode du carbone 14 qu'on va voir tout à l'heure. Troisième cas de figure. Donc, on a dit le premier cas de figure, c'est le cas de figure du carbone 14. On est P0, on connaît P. Deuxième cas de figure, on ne connaît pas P0 et on peut la déduire par cette astuce mathématique. D'accord? Et donc, ça nous donne une deuxième équation donc de calcul du temps, de l'âge. Troisième cas de figure, si dans un matériel géologique, l'isotope fils F présent à l'heure actuelle comporte deux composantes. L'isotope fils radiogénique, c'est-à-dire qui provient de la désintégration, liée à la désintégration in situ de l'isotope père, F0 déjà présent au moment de la formation du minéral ou sa fermeture vis-à-vis de cet isotope. Ainsi, vous aurez F est égal à F0 initial plus F radiogénique. Donc, je répète. Donc, il y a l'isotope fils radiogénique avec une étoile, c'est lui qui est lié à la désintégration. Et vous avez F0 déjà présent au moment de la formation du minéral ou sa fermeture vis-à-vis, et qu'on va le retrouver à la fin. C'est-à-dire, c'est comme si vous avez deux éléments de même nature. D'accord? Non, l'un, il est lié à la désintégration et l'autre, il était là au moment de la fermeture du système et on le retrouve à la fin, donc au moment T où on veut procéder à l'analyse et à la datation et à des mesures par spectrométrique de masse. Donc, sachant que F radiogénique, toujours un élément radioactif, donc, elle est donnée par cette relation. Donc, F radiogénique est égal à P, facteur de E lambda moins 1. C'est l'équation 3. Soit, on a F mesuré. Donc, la F mesurée, c'est-à-dire qu'on mesure à la fin, c'est-à-dire au moment de traitement d'un échantillon, on va mesurer F et les données, donc cette F mesurée, est équivalente de F, c'est-à-dire l'élément F0 initial et de l'élément radiogénique F étoile, celui-là. Donc celui-là qui est égal à P, donc E lambda T moins 1, à P mesuré E lambda T moins 1.
Maintenant, on va voir, après avoir passé en revue les différents cas de figure qui se présentent devant un géologue essayant de dater par radioactivité, par la méthode radioactive, certains échantillons, ou devant un archéologue. Donc là, on va essayer de voir donc les trois méthodes donc de datation. Tout d'abord, la méthode Rubidium-Strontium. C'est donc le dernier cas de figure, ça correspond au dernier cas de figure qu'on a traité, c'est-à-dire la diapositive. Donc ça représente ce cas de figure, qui coïncide avec ce cas de figure, c'est-à-dire un matériel dont les isotopes fixes présents à l'heure de traitement ou de datation, il est représenté par deux composantes. D'accord? Une composante radiogénique et une composante initiale. Au cours de la fermeture, ceci s'explique par le fait suivant, c'est-à-dire au cours de la fermeture de la roche magmatique, certains minéraux ils vont piéger du rubidium et du strontium dans leur charpente cristalline. Ces deux éléments sont représentés respectivement par les isotopes suivants. Pour le rubidium, il est représenté par le Rbs85 et le Rb87. Alors que pour le strontium, il est représenté par le strontium 88, le strontium 87, le strontium 86 et le strontium 84. La désintégration concerne le rubidium. C'est l'isotope radioactif qui va donc se désintégrer. Pour donner quoi? Pour donner l'élément radiogénique qui est le strontium 87, avec émission des particules bêta-. Cette désintégration se fait donc avec une constante de désintégration qui est égale à 1,42 10 à la puissance 11 ani-1, 11 ani-1, et T est égal à 48,8 10 à la puissance 12. C'est-à-dire, ça nous permet aussi de dater des événements. Regardez, la période de demi-vie, elle est très, très importante. Donc, ça nous permet de dater des événements qui sont très anciens. Et là, il faut donc savoir que le choix des méthodes de datation est en relation avec l'événement qu'on veut dater. L'événement, il est bien situé. Donc, on situe bien l'événement par rapport aux autres événements adjacents, et par conséquent, sa position stratigraphique sur le terrain, c'est elle qui impose donc le choix de méthode. Donc, c'est pas donc pour dater des événements qui sont très anciens. Non, par conséquent, il faut s'adresser à des méthodes dont la période est très importante. Alors que pour dater des événements qui sont récents, on s'adresse à des méthodes dont la période est plus petite. D'accord? Le problème qui se pose, c'est qu'on ne connaît pas la quantité de ces isotopes. Les isotopes lors de la fermeture du système, surtout la quantité de P ou de C du F. Et par conséquent, on retourne à l'astuce. F mesuré est égal à F0 initial plus F radiogénique qui est donné par P mesuré E lambda T moins 1 qui devient le strontium mesuré égal le strontium initial 87 piégé plus le rubidium qui va se transformer en strontium radiogénique 87. On se trouve ici devant une équation à deux inconnus, le temps T de désintégration du rubidium 87 en strontium 87 et la quantité 87 donc initiale. Notons que le rubidium est l'élément radioactif et il donne par désintégration le strontium. Le strontium 87 existe naturellement dans la roche. F0 est inconnu et il varie d'une roche à une autre. P est inconnu car
le strontium 87 qu'on va mesurer est égal au strontium radiogénique, et c'est de la désintégration du rubidium 87, et donc plus le strontium initial qui est piégé par la roche. Sachant que le strontium 87 est un isotope stable et que donc, le strontium 86 est un isotope dont la quantité reste constante, puisqu'il n'est ni radioactif ni radiogénique, c'est-à-dire le strontium au départ est 86 égale au strontium 86 à la fin, c'est-à-dire qu'on va mesurer par spectrométrie. Si on divise l'équation de tout à l'heure par cette quantité, donc par la même quantité, donc l'équation ne change pas et on aura une équation de la forme Y est égale à AX plus B. Où Y, donc OA, qui est le coefficient, c'est une équation donc d'une droite linéaire, dont le coefficient directeur A est égal à E lambda moins 1. B, elle est donnée par cette valeur. Pour déterminer la valeur de B, on procède de la façon suivante. Effectuer les mesures des rapports strontium 87 sur strontium 86 et rubidium 87 sur strontium 86 par spectrométrie de masse. Donc, sur plusieurs échantillons, on construit un diagramme et on trace une droite isochrone. On trace une droite isochrone. La droite isochrone, pourquoi on l'appelle isochrone? Parce qu'il est tracé au dépend des minéraux analysés et ces minéraux sont dits des minéraux cogénétiques, sont formés en même temps, ce qui va donner donc cette droite Y est égale à AXB et où A est le coefficient directeur de cette droite et il nous permet de déterminer l'âge, le temps. A, tout en calculant A. On connaît par exemple cette valeur, il lui correspond cette valeur sur le diagramme et cette valeur donc sur les ordonnées, il lui correspond cette valeur sur les abscisses qui est le rubidium 96 sur strontium 80. Et on calcule A. YB moins YA sur XB moins XA est égal à E lambda T moins 1 et on peut déduire le temps T à partir de la valeur de A et en connaissant lambda ou en connaissant la période. La méthode carbone 14, c'est le cas de figure où on connaît donc la quantité initiale et on connaît la quantité donc finale. C'est-à-dire, il suffit d'avoir donc un matériel. C'est une méthode qui est utilisée pour dater des événements qui sont récents, parce que sa période, la demi-vie, est de 5730 années. Donc c'est pour cela que c'est une méthode qui est utilisée par les archéologues. Donc les archéologues pour la datation des ossements qui sont très récents ou les morceaux de bois. Il suffit de prendre un morceau de bois, donc de mesurer par spectrométrie de masse les valeurs donc du carbone 14, c'est-à-dire par un compteur Geiger, donc Geiger, on peut déterminer la valeur. Donc on a dit que le rapport C14 cellulaire après la mort de l'organisme est le même que celui d'un organisme vivant actuellement. Donc il faut prendre la même masse, d'accord, le même poids. Le carbone 14 sur le carbone total, il est stable dans l'atmosphère. Le carbone initial sur le carbone initial, il est poli. Le carbone 12 initial, le carbone 14 actuel sur le carbone 12 actuel, il est mesuré. Et l'âge, il sera donné par cette équation. C'est l'équation de datation qu'on a vue en premier lieu, en premier cas de figure, c'est-à-dire où les composantes qui sont connues. Reste la troisième méthode, c'est la méthode potassium-argon, donc il y a le T est égal à 1,31 milliard d'années et lambda est égal à 5,90 à la puissance moins 11 années moins 1. D'accord? Donc ça c'est une méthode qui permet de dater des événements qui sont très anciens. À la fermeture du système, on a P0 est égal à P plus F et en remplaçant P0 dont P est égal à P0 E moins lambda T, l'âge sera donné par l'équation de la deuxième cas de figure, c'est-à-dire celui où on a aussi le deuxième cas de figure, on ne connaît pas donc la valeur de départ, de P de départ. T serait égal à 1 sur lambda, l'omnipérien de 1 plus F sur P. D'accord? T est égal par conséquent à 1 sur lambda, l'omnipérien de 1
plus argon 40 sur potassium 40, potassium 40. Voilà en ce qui concerne cette méthode, donc la méthode de datation absolue appliquée en stratigraphie. La prochaine séance, on va essayer de voir une autre méthode qui est celle de la magnétostratigraphie. D'ici là, donc, je vous remercie de votre attention et à la prochaine